Bonsoir à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Bertrand Follet. Je travaille pour Bio en Hauts-de-France, l'association des agriculteurs bio de la région Hauts-de-France. Et plus particulièrement, je travaille dans la Vénois pour la conversion des agriculteurs conventionnels à la bio et notamment des éleveurs de ruminants, des vaches laitières, des moutons, etc. Et puis après, j'ai aussi des activités bénévoles qui rejoignent un peu ça, autour de la consommation locale, les AMAP, et puis aussi l'association Terre de Liens, qui contribue à l'installation et à l'accès au foncier pour des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole. Voilà, alors j'ai pas préparé grand chose à vrai dire, mais je vais vous parler plutôt de ce que je vis, de mon expérience. Ici, dans la Vénois, on est dans la zone au nord de Paris où il y a le plus d'agriculture bio. Donc vous avez de la chance parce que vous avez la possibilité de consommer bio et local assez facilement, plus que d'autres zones de la région. Et puis, je dirais que maintenant, on dépasse les 10% de la surface agricole en bio dans la Vénois, donc on est au-dessus de la moyenne nationale, alors que le reste de la région est très en dessous de la moyenne nationale. Et donc, ça représente à peu près presque 10 000 hectares aujourd'hui. C'est à peu près la surface de la forêt normale pour vous représenter, donc c'est pas rien. C'est surtout des éleveurs laitiers, donc c'est surtout des herbages en fait qui sont en bio dans la Vénois, mais il y a aussi des maraîchers, des arboriculteurs, des éleveurs de volailles, des escargots même, etc., etc. Donc il y a vraiment une gamme large avec la contribution du parc de la Vénois, une animation qui est faite aussi autour des marchés locaux. Donc il y a des marchés de producteurs qui se sont développés sur la Vénois, 4 ou 5 marchés. Il y en a un à Louvigny-Quesnoy qui est très ancien, qui a une vingtaine d'années, mais depuis il y en a d'autres qui se sont installés à Landrecy, à Méquigny, à Cartigny. Il y en a un à Bachamp qui va peut-être s'arrêter, mais bon, d'autres prendront le relais. Voilà, donc il y a vraiment des possibilités de consommer localement. Et puis après, des AMAP, hein, ça a été évoqué, effectivement. Moi, j'ai contribué à la création d'une des AMAP du territoire au Quesnoy, qui est l'une des plus anciennes du coin. Et puis, j'habite à Vangy sur les Caillons, donc j'ai aussi créé une AMAP après sur mon village avec des amis. Donc ça, c'est en dehors du travail, hein, c'est pour s'amuser et pour consommer bio aussi à la maison. Voilà, donc maintenant j'ai plus que 50 mètres à faire pour faire mes courses, c'est quand même pas mal, même pas besoin de vélo. Qu'est-ce que je pouvais dire aussi par rapport du coup au changement climatique, on pose ça comme une évidence que manger bio ça fait du bien au climat. C'est pas si mécanique que ça. Il faut savoir que la bio, c'est un mouvement très ancien. Hein, ça fait bien une centaine d'années qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça. C'est finalement en opposition au développement de l'agriculture chimique. L'agriculture biologique s'est développée. Quand dans les années 20, on a eu les premiers engrais, directement face à ça, il y a des scientifiques qui se sont un peu opposés à ça et qui ont développé une autre façon de cultiver. Avec toute une logique, c'est la vie du sol, hein, c'est aussi l'équité, c'est des notions sociales. Donc la bio, c'est plus qu'un mode de production, c'est une vision aussi de la société. Aujourd'hui, on voit la bio uniquement au travers du cahier des charges, mais le cahier des charges, il est très récent. Celui qu'on connaît aujourd'hui, il date seulement de 2009. Il est issu de la fusion de cahiers des charges nationaux et européens. Et finalement, il ne reprend qu'une partie des éléments du projet global du mouvement de l'agriculture bio. Par exemple, tout ce qui est notion sociale n'existe pas dans le cahier des charges. On peut employer des migrants sans papier pour faire des tomates en Espagne par exemple, ou je ne sais quoi, et ça c'est le cahier des charges malheureusement ne l'empêche pas.
Alors évidemment, ça choque beaucoup d'autres agriculteurs bio qui considèrent que c'est pas tolérable, donc il y a des cahiers des charges privés qui se mettent en place pour aller parfois plus loin que ça. Par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, là non plus, on ne peut pas dire qu'il y ait inscrit dans le marbre des choses qui empêchent l'utilisation massive de carbone. Malgré tout, le fait qu'on interdise des produits chimiques, notamment les engrais, les engrais c'est issu de l'industrie pétrolière et puis gazière. Du coup, quand on interdit l'utilisation d'engrais chimiques, on limite fortement l'émission de gaz à effet de serre, à la fois au moment de la production, mais aussi au moment de l'utilisation, parce que, notamment là maintenant, au printemps, quand on a des périodes un peu comme on a eu au mois de février, par temps clair, les agriculteurs sortent, épandent leurs engrais parce que ça porte bien dans les champs, et puis ça fait des émissions de NOx, je crois, si je ne me trompe pas, et c'est aussi des gaz à effet de serre très puissants. Donc c'est surtout ça qui fait la différence en bio. On n'utilise pas d'engrais chimiques, donc on a moins de gaz. Après, on peut aller plus loin. On parle de permaculture, on parle ici dans la Vénois, la version permaculture ancienne, on va dire, c'est l'élevage bovin sur des prairies dans le bocage. C'est de la permaculture parce qu'on peut le faire quasiment sans machine et sur des environnements qui captent énormément de gaz carbonique, avec des prairies qui sont des réservoirs et aussi beaucoup d'arbres. Donc la permaculture va beaucoup plus loin que la bio strictement en regardant le cahier des charges. Ça permet de développer des systèmes qui sont très peu dépendants des gaz à effet de serre. Donc, par extension, on va dire que les petits modèles agricoles des micro-fermes qui se développent en maraîchage ou autre, c'est aussi des modèles qui sont très économes en intrants et qui captent de l'azote, des gaz carboniques. Voilà. Donc, oui, une question ? Qu'est-ce qui favorise ou pas le développement de l'agriculture bio sur un territoire comme la Vénois? Et comme vous l'avez dit, dans d'autres régions, enfin dans d'autres parties de la région où il est aussi moins élevé, est-ce qu'il y a des facteurs qui sont, ou des leviers qui sont plus favorables au développement de bio, en sachant que la Vénois est un terroir d'éleveurs? Alors est-ce que c'est plus facile de passer en bio pour des éleveurs, plus compliqué pour des maraîchers? Est-ce qu'il y a des politiques qui favorisent? Et déjà, la première chose qui favorise le développement de la bio, c'est la consommation, hein. C'est le premier moteur. Après, il y a eu plusieurs grandes phases dans les 20 dernières années de développement de la bio. À chaque fois, c'est parce qu'il y a eu un marché porteur, et en fait, le marché se développe de façon régulière, assez constante, mais aussi des aides incitatives de la part de l'État pour favoriser la conversion, avec une politique claire. Et c'est pas forcément toujours le cas. D'ailleurs, en ce moment, l'État souffle un peu le chaud et le froid sur des aides au maintien ou des aides à la conversion en bio. Et puis aussi, faut pas le cacher, c'est aussi lié aux difficultés que rencontre l'agriculture conventionnelle. Quand il y a des difficultés en conventionnel, ça favorise des passages à l'acte, on va dire, sur des conversions. Donc des gens qui réfléchissent depuis longtemps à passer en bio, quand il y a une crise dans leur secteur, ils se disent hop, c'est peut-être le moment de basculer. Après, effectivement, selon les modes de production, c'est plus ou moins facile. Alors, dans la région de France, si c'est si peu développé, c'est parce qu'on est sur une agriculture industrielle, hein, majoritairement dans les grandes plaines, avec de la betterave, du lin, des pommes de terre, etc., des cultures à forte valeur ajoutée et qui se conduisent bien, qui favorisent l'agro-industrie, avec des prix qui sont relativement rémunérateurs. Et du coup, jusqu'alors, ces agriculteurs-là n'avaient pas de raison de remettre en cause leur métier, puisque finalement, pourquoi prendre le risque de tout chambouler sur sa ferme quand on vit relativement bien de son métier?
Alors si on est très convaincu de la bio, on peut éventuellement le faire, mais c'est aussi un métier, les gens vivent de ça, donc on peut comprendre qu'ils n'aient pas envie de tout risquer, quoi. Je prenais l'exemple que vous citiez du parc. Il y a bien des actions, des acteurs qui poussent. Ouais. Bah après, dans le parc, ce qu'il y a eu, c'est effectivement un ensemble d'acteurs qui s'est réuni pour développer. Donc il y avait effectivement une base favorable parce qu'il y avait déjà des éleveurs proches de la bio qui sont passés assez facilement en bio. Mais depuis, c'est plus vraiment le cas. Depuis ces premiers pionniers, tout type d'agriculteurs passent en bio dans la Vénois, y compris des gens qui sont relativement éloignés. Donc ça prouve bien qu'il y a eu un effet d'entraînement avec un effet tache d'huile, etc., où on a un ensemble d'acteurs qui parlent de la bio plutôt de bonne façon et du coup qui encouragent les conversions, quoi. Tous les agriculteurs de la Vénois connaissent au moins un ou deux voisins en bio et éventuellement quelques bons exemples sur lesquels ils vont s'inspirer, quoi. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire dans d'autres territoires, des effets taches d'huile pour favoriser l'effet d'entraînement. Et justement, par rapport à la prise de conscience du changement climatique dans le milieu agricole, est-ce que cette prise de conscience chez les agriculteurs, elle peut accélérer justement le passage ou alors initier le passage en bio? Pas forcément en partant du bio sur l'aspect économique, mais plus sur l'aspect de l'avenir de l'exploitation agricole. Est-ce qu'une exploitation agricole en bio, on peut se dire qu'elle sera plus résiliente dans un monde à plus 4 degrés, avec une biodiversité plus atteinte? Est-ce que ça, c'est un facteur chez les agriculteurs qui peut... ou est-ce que c'est pas encore pris assez en compte? Alors, je suis pas sûr que le climat soit l'élément qui déclenche le plus de conversion, parce que, enfin, je pense qu'on peut démontrer que la bio est un peu plus résiliente que l'agriculture conventionnelle vis-à-vis du changement climatique, mais en tout cas, c'est pas encore quelque chose qui est une idée qui est très répandue, quoi. Donc, alors, je dirais que c'est même plutôt le contraire, que dans la Vénois, les éleveurs conventionnels qui font du maïs se disent que c'est plus sécurisant d'avoir son gros tas de maïs pour nourrir ses vaches l'hiver plutôt que de dépendre de l'herbe pour le pâturage, quoi. Et bon, pourtant, on démontre qu'on arrive très bien à travailler en pâturage, même une année comme en 2018 où on a eu des forts épisodes de sécheresse, mais c'est pas encore une idée qui est très répandue, quoi. Malgré le fait qu'on sait que là, dans les prochaines années, on va avoir des vagues de chaleur qui vont s'accentuer, ou alors avoir des vagues d'inondation qui peuvent aussi causer des dommages aux élevages ou alors aux prairies. Est-ce que tout ce qui est culture, est-ce que je me dis qu'à un moment donné, de toute façon, la force de la culture, à un moment donné, c'est... Excusez-moi. Du coup, je disais, par rapport au changement climatique, le fait que le changement climatique puisse inciter les agriculteurs à passer au bio par rapport aux effets du changement climatique sur l'élevage, sur les cultures. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ce sera peut-être une évidence qu'on pourra plus, que les agriculteurs, les éleveurs pourront plus forcément ignorer. Enfin voilà, moi je me demandais si c'était pour quelque chose.
a un projet de rassembler tous les producteurs de la baignoire pour faire des sacs avec des courses que les gens commandent par Internet et puis on les distribue au lieu de faire tout le monde toujours faire déplacer à droite à gauche. C'est pas bon. Je pense. Ça existe déjà en partie dans la map dans laquelle je suis, par exemple. Nous, on a des légumes, mais on a aussi du fromage, du pain, de la viande, des œufs, etc. La map de l'Écaillon, avant j'y suis Écaillon. Bon, il y en a une ici au Quesnoy, hein, où on a aussi une série de produits comme ça. Il y en a une autre à Louvigny-Quesnoy. Après, c'est sur Aumont. Et puis, pardon. Warny, oui, donc là c'est pas un système d'AMAP, mais ça y ressemble, c'est-à-dire que c'est des gens qui proposent des paniers mais sans abonnement. Mais voilà, alors après, on pourrait. Les systèmes par internet. Ouais. Il y a des coopératives d'achat, j'ai voulu entendre. Oui, alors faut se méfier de ça aussi parce qu'il y a des systèmes par internet où c'est des fois les opérateurs d'internet qui captent la valeur ajoutée et c'est pas forcément les producteurs qui retirent le plus à la fin. Mais les habitants sous forme d'association peuvent. Ouais, bah, nous dans notre AMAP, on a un système par internet où on commande par internet aussi. Hein. Mais c'est nous qui maîtrisons notre outil, quoi. Voilà. C'est la parole à